Et ce que je pourrais faire, c'est de partager un peu ce qui se passe en Colombie-Britannique, ce que West Coast Leave fait et ce que nous espérons aussi accomplir pour ce qui est de la législation et ce qui nous préoccupe. Et ce que nous espérons, la discussion peut-être aussi m'aider à en apprendre davantage aussi euh, sur ces enjeux. Pour ce qui se passe en Colombie-Britannique, l'équité salariale auparavant était vraiment sur l'ordre du jour et ensuite à des fins de discussion et la COVID est arrivée, mais ensuite ça a disparu pour ce qui est sur l'agenda provincial. Mais nous avons aussi la transparence salariale, l'équité salariale a été mentionnée dans des documents précédents euh, de budget. Et la Colombie-Britannique est une des provinces qui n'a pas de loi qui se penche sur les écarts salariaux, même si ça fait partie de la conversation et la COVID a tout changé. Lors de cette Journée internationale de la femme, le gouvernement provincial a annoncé qu'ils allaient amener une loi sur la transparence salariale et même si je dois dire que l'information que nous avons réussi pour ce qui est des communiqués de presse et d'autres types d'informations n'ont pas été trop claires aussi de la portée, que c'est simplement de la loi sur la transparence salariale ou bien où est-ce qu'on examine l'équité salariale, des mesures plus proactives pour se pencher là-dessus, mais nous ne le savons pas encore. Mais avec les tables rondes commencent pour ce qui est des consultations ce mois-ci. Et la côte ouest va participer à une conférence le 16 juin. Et je pense que ces discussions-là l'ont fait. Donc, de fait pousser aussi pour la transparence salariale, c'est par le secrétaire parlementaire Grace Orr, qui est le secrétaire parlementaire pour l'équité des genres au gouvernement. Je pense que nous sommes confiants d'avoir quelqu'un qui s'est prouvé, qui s'est avéré aussi être une bonne militante pour le dossier sur l'équité salariale ainsi que le ministre des Finances. Nous voyons ce qui se passe ici en Colombie-Britannique, c'est la transparence salariale et nous examinons aussi l'équité salariale et peut-être leur intérêt d'avoir une conversation plus vaste pour appliquer l'équité salariale, mais c'est quelque chose qui reste à voir. Où est-ce que ce à quoi cette loi-là pourrait ressembler? En ce qui a trait aussi avec West Coast Leave, au cours de ce jour pour le salaire égal aussi, ça a changé durant notre militantisme a changé durant la période de COVID aussi et réagir aussi aux conséquences économiques de la COVID en raison de l'argent. Nous avons présenté une trousse à outils sur les médias sociaux et les messages clés pour nous, c'était l'intersectionnalité. Et vous l'aviez très bien établi aussi dans votre présentation PowerPoint, de mettre l'accent que, que l'écart salarial est beaucoup plus grand chez les femmes, des femmes racialisées, des immigrants et les gens qui travaillent dans des emplois à prédominance féminine, comme tels que les secteurs des soins. Et nous voulions vraiment aussi de mettre l'accent sur sur les secteurs euh, féminisés. Ce sont des secteurs qui sont très importants, que ce soit les soins, l'éducation, les soins infirmiers, les services de garde et les ventes. Et un autre aspect du message que nous aimerions mettre de l'avant avec ce gouvernement, c'est vraiment, puis aussi les 13 années lorsque les gens travaillent aussi, c'est vraiment un impact générationnel, l'écart salarial, que ce soit la richesse ou aussi au fil du temps, la réduction de la pauvreté à long terme et de changer des résultats pour des générations de femmes qui sont marginalisées en fonction de leur genre. Et c'est vraiment un aspect clé à savoir ce que les femmes et les gens de divers antécédents de genre aussi, la retraite, nous savons aussi, nous connaissons la pauvreté à des stades plus élevés de la vie. Et je pense qu'un autre message clé, c'est que nous avons besoin de ce que nous avons vu auparavant, lorsque la paix transparence, nous espérons aussi amener l'équité salariale à la table et un programme plus vaste aussi. Et entre les branches aussi, il semble que ces discussions-là sont sur la table et peut-être des choses que nous pouvons faire.
nous préparons pour ceci aussi, mais pour ce qui est aussi du travail de militantisme, nous avons pu rencontrer des membres à l'Assemblée législative, des députés, des partenaires, des syndicats et d'autres groupes pour avoir des discussions sur ce lequel nous avons milité. Et aussi, nous avons un rapport de West Coast Leave sur lequel ils ont travaillé avec, avec l'Université Simon Fraser en 2020 et c'était avant la pandémie. C'était tenir compte de l'écart salarial et ensuite, on avait aussi une évaluation de juridiction et nous voulons voir ce que nous pouvons faire aussi, ce que nous pouvons apporter et nous espérons aussi entendre parler des gens. Je pense qu'en résumé, nos points clés, nous avons plus aussi davantage la transparence salariale, et nous avons besoin aussi des lois sur l'équité salariale qui vont vraiment se pencher sur l'écart salarial et une plus grande loi aussi sur l'équité salariale. Et Joanne, ça a été aussi de parler de ce qui doit faire partie de la loi, mais c'est quelque chose que j'apprends aussi à mesure en travaillant dans ces domaines-là. Mais je pense qu'une des choses que nous avons identifiées jusqu'à date, et lorsqu'on le partage avec, lorsque c'était sans employeur et qu'on parlait aussi du loi, c'est de faire en sorte que ça soit aussi vaste que possible, de reconnaître aussi là, les restrictions qui pourraient exclure les jeunes travailleurs, les femmes, les travailleurs à contrat, les gens qui travaillent dans de très petits organismes. Et l'autre portion, vraiment, c'est l'écart au niveau des données. C'est très difficile de vraiment voir aussi quelles sont les données pour l'écart au niveau des données et l'impact aussi de différents groupes interreliés. Et surtout aussi avec les tendances chez les gens non binaires, de comprendre la Colombie-Britannique plutôt que des statistiques aussi qui sont dans le contexte national. Et je pense que nous souffrons aussi d'un écart au niveau des informations sur comment aussi militer pour une approche intersectaire. Mais l'année dernière aussi, l'an dernier, le gouvernement britannique a aussi présenté une loi sur les données antiracistes. Donc, à ce moment, nous allons voir quel impact que ça aura, mais c'est probablement quelque chose qui va aider à vraiment comprendre la nature intersectionnelle sectorielle de cet enjeu. Nous espérons aussi d'avoir aussi des discussions avec des expériences vécues et de peut-être faire former un partenariat communautaire et de parler des expériences de ceux qui vivent ces situations-là. En ce qui a trait aussi à la loi en soi, la législation, je pense qu'il y a beaucoup nous apprenons beaucoup de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres juridictions, mais je pense que l'élément clé en Colombie-Britannique, c'est vraiment les normes d'emploi aussi, censé avoir des plaintes aussi. C'est très efficace non plus, sous-financé, le mécanisme de plainte pour les normes de travail. Donc, de mettre d'avoir. Donc, ça vous donne une idée de ce que les mécanismes de mise en œuvre lorsque ce qu'on fait pour les normes d'emploi ne fonctionne pas bien. Mais bien, en fait, nous avons approché aussi, nous avons été approchés, participer à des tables rondes et des consultations. Et je pense aussi que c'est comment aussi faire en sorte que ça soit un exercice pour les employeurs, s'assurer aussi que ça soit bien rapporté et que les interventions soient significatives. Ce sont, d'après moi, des choses que nous songeons pour ce qui est de la structure de ceci et comment aussi de voir ce qui ne fonctionne pas bien en Colombie-Britannique.